Dans les années 60, quand la voile a commencé à être populaire en Amérique, les gens avaient des bateaux de 20-25 pieds, c'était tout petit. Dans les années 80, ça a évolué beaucoup. Lorsque tu avais un bateau de 36 pieds, tu étais considéré comme parmi les gens qui avaient les gros bateaux. Aujourd'hui, c'est encore une situation qui a évolué. En 2015-2020, les bateaux que les gens cherchent sont des 38 pieds, des 39 pieds, des 43 pieds, qui sont beaucoup plus vastes que les bateaux d'époque, parce que les bateaux d'époque étaient conçus avec des coques à déplacement. Donc, alors qu'aujourd'hui, les coques sont des coques planantes, ce qui amène à avoir des cockpits et des chambres arrière qui sont beaucoup plus grandes. Donc, ils ont beaucoup plus d'espace pour la qualité de vie à l'intérieur du bateau, puis aussi pour l'aisance dans le cockpit lorsque vient le temps de souper ou encore le temps du 5 à 7, surtout lorsqu'on est dans les Caraïbes. Le prix des voiliers, ça varie. Hein? On peut avoir des voiliers à très bas prix, ça dépend de la qualité de l'embarcation. Plus on grossit, plus on va dans le récent, plus ça coûte cher. Là. Mais un voilier peut coûter entre 20 000 et 1,5 million. Ça dépend là, de ce que vous souhaitez avoir comme embarcation. Évidemment, on a une saison de navigation qui est quand même relativement courte. On parle de 4 à 5 mois. Ça commande qu'on doive sortir nos bateaux de l'eau pour l'hiver. Ça, c'est un avantage parce que ça évite que nos bateaux fassent de l'osmose. Contrairement aux bateaux qui sont dans le sud, qui sont longtemps dans l'eau, les coques vont dégénérer beaucoup plus rapidement. Ça commande d'avoir développé des connaissances et des habiletés en mécanique, en électricité, en couture, en plomberie, de toutes sortes, pour que s'il nous arrive un pépin en croisière, il faut être capable de se sauver la vie ou de maintenir une situation de confort. Sinon, les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc, si vous souhaitez avoir un voilier, vous allez devoir développer des habiletés dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas toujours appeler à l'aide quand on a besoin parce qu'à un moment donné, il y a une facture qui va venir avec. Là. Bienvenue à bord de la Flâneuse. Donc, c'est la chambre des maîtres en avant. Le lit n'est pas fait, mais c'est la chambre des maîtres en avant. Donc, ça ici, c'est plus le coin navigation, table de navigation, tablette, anémomètre, le pilote automatique. Puis le rangement pour les cartes aussi marines. Et puis, là, ici, comme dans tous les voiliers, on a un frigo congélateur. Frigo congélateur, cuisinière sur pivot. Là, c'est ma chambre. Ça, la chambre. Mon enfant Clémence. Là, il y a un petit évier, des petites réparations. La vie de bateau, toujours quelques petites réparations à faire. Le bateau, en 2021, je l'avais vu à vendre au Québec. C'était inaccessible là, pour nous à ce moment-là. Et puis, en 2022, on est tombé par hasard en magasinant sur Internet sur la Flâneuse. Et puis, à ce moment-là, ça a été le coup de foudre, là, carrément au niveau du bateau. Oui, coup de foudre avec la Flâneuse. Quand on l'a vu, on a appelé tout de suite contacter le vendeur et puis on a décidé de descendre à Québec. Il était à Lévis. On est descendu à Lévis le week-end même et puis on faisait une offre d'achat la journée même sur l'embarcation. On est vraiment tombé en amour avec les couleurs, le format de bateau qu'on voulait. C'était directement un bateau d'aventure sur lequel on souhaitait acquérir.
Puis tu sais, des bateaux comme ça au Québec, il n'en pleut pas non plus beaucoup. C'est des bateaux difficiles à trouver. Fait que ça a été une chance pour nous là, de tomber au bon moment, au bon endroit. Fait que le bateau nous a attendu durant 2 ans. Il y a eu un changement de propriétaire, puis on est les nouveaux propriétaires qui sont extrêmement heureux de l'acquisition. J'ai commencé à faire de la voile il y a 4 ans, tombé en amour avec la mer. Naviguer sur le fleuve, c'est les grands espaces. La nature, les baleines, la navigation hauturière, la navigation là, en eau salée, la navigation des tempêtes. Mais c'est un ensemble. C'est un ensemble de tout ce que la navigation peut comporter. L'idée de la voile, au départ, c'était très abstrait pour moi. J'avais pas de connaissances en voile, mais ça m'intriguait. Jusqu'à temps que je fasse mon brevet de voile élémentaire, là j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là. On a commencé par acquérir un petit voilier, un petit Stanza 26. Et puis, pour après ça, grossir considérablement là, par la suite. Souvent, un petit envoyé, tu commences avec un petit, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas adapté à tes besoins. Fait qu'on a pris la flâneuse, on s'est dit avec ce bateau-là, on va avoir de la sécurité, de la stabilité pour plusieurs années. C'est vraiment une passion qui s'est découverte dans les 4 dernières années. Là. On est tombé en amour solidement avec le domaine de la voile. On était mouillé là en Cabo-Trinité, on s'est rendu à Sainte-Anne-des-Monts. Ça a été vraiment un week-end extraordinaire, c'était familial. On était 7 à bord avec les enfants couchés sur le plancher. On a vu des thons, ça a été vraiment un voyage exceptionnel. Des fois, j'ai mal de cœur, là. Ça, c'est pas le fun, mais j'aime ça de naviguer. Puis à un moment donné, on arrive à un île, on est comme... Ouais, on est arrivé, puis là, on sort la serviette, on s'en va se baigner, on fait beaucoup d'activités à la voile. J'aime ça. En conclusion, moi je conseille à tous les gens d'aller faire un brevet élémentaire si vous n'êtes pas sûr, pour pouvoir faire des sorties sécuritaires. Au moins, allez vous chercher un brevet élémentaire qui se donne dans toutes les entreprises, dans plusieurs entreprises au Québec, de qualité, des formations de qualité. Puis ça va vous permettre de faire des sorties en mer qui vont être plus sécuritaires. Puis ça va vous permettre de savoir si vous aimez ça assez pour investir dans tout ce que l'acquisition d'un bateau peut engendrer, autant en frais de maintenance qu'en temps. En temps de navigation, mais aussi en temps de maintenance de votre embarcation. La seule chose qui est obligatoire, c'est le certificat de compétence pour les embarcations de plaisance qu'on peut passer comme examen là, via Internet. Mais autrement, il n'y a pas de... Pour les bâtiments de moins de 60 pieds, il n'y a pas d'obligation d'avoir de licence de capitaine ou de formation professionnelle du genre. Il est évident que c'est beaucoup moins coûteux de voyager avec un bateau à voile que de voyager avec un bateau à moteur. La raison étant le prix du carburant. Mais ceci étant dit, lorsqu'on voyage en bateau, il y a toujours des frais de marina qui sont quand même assez importants. Mais c'est beaucoup plus abordable lorsqu'on est à voile que lorsqu'on est en bateau à moteur. Dans une saison en général, avec un bateau à voile, lorsqu'on a dépensé 200 $ de carburant, on est allé loin pas mal à moteur, alors qu'avec une embarcation à moteur, en général, c'est ce qu'on peut peut-être dépenser dans 2 heures. Moi, j'ai un bateau français de 35 pieds qui peut loger 8 personnes. C'est un bateau classique, c'est un peu une pièce de collection. C'est un bateau qui a été fait entièrement à la main, contrairement aux bateaux d'aujourd'hui qui sont faits en série et par des robots. C'est un bateau qui est très navigable, qui a une cote de conception et une cote de navigation qui permet de faire les pires conditions de navigation sans être obligé d'aller se cacher. Et j'ai un attachement à ce bateau-là qui est extrêmement profond parce que j'en suis le propriétaire depuis 15 ans. Je suis le 3e propriétaire. Et je dois admettre que le jour où je devrais m'en défaire, ce sera une peine d'amour inconsolable. Le nom qu'on donne à un bateau est en général un nom qui nous rejoint, là, personnellement. Moi, mon bateau s'appelle Complice. Et c'est pas moi qui l'ai baptisé, mais je dirais que de manière générale, avec ma façon de vivre, c'est un nom qui me convenait très bien.
Moi, quand je suis sur le fleuve, je suis en totale liberté, je suis en symbiose avec mon environnement. Je suis heureux comme ça se peut pas. Souvent, les gens vont planifier 2 semaines de vacances, puis ils vont dire, je suis prêt à faire un bout avec toi. Ça fait que tu vas les embarquer, par exemple, à Rivière-au-Nord, ils vont aller avec toi, puis ensuite à L'Anse-à-Beaufils, aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, leurs vacances sont épuisées, ils prennent l'avion, ils retournent au Québec. Et là, tu embarques un autre équipage, puis là, tu t'en vas à une autre destination. Puis arrivé à l'autre destination, bien là, les vacances sont finies, donc tu n'as plus d'équipier, puis tu reviens tout seul. On s'amène toujours un bon livre en croisière parce que souvent, lorsque les vents sont stables ou lorsqu'on est à moteur, c'est le pilote automatique qui va faire le trajet tout seul. Donc, oui, de la lecture, de la musique. C'est un bon accompagnateur lorsqu'on est en bateau. On peut vivre sur un voilier à temps complet. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui laissent tout tomber ou qui planifient en fonction de quitter le travail, vendre maison et tout pour faire un tour du monde. En général, on en accueille quelques-uns à chaque année ici à la Marina de Baie-Comeau. Des gens qui partent avec la famille, puis on part pour un tour du monde. Oui, on peut vivre très confortablement sur un bateau. Il faut choisir le bon bateau. Lorsqu'on voit les trimarans et les catamarans d'aujourd'hui en course qui ont des foils qui sont complètement sortis de l'eau, les gens ne vivent pas à bord, ils font que de la compétition. Ils font que de la compétition parce que ces bateaux-là ne sont pas faits pour être habitables. Par contre, il y a des grandes courses comme celle des classes 60, comme le Vendée Globe, par exemple, qui est le tour du monde en solitaire à tous les 4 ans. Ce sont des bateaux qui sont construits pour un tour du monde, qui permettent de loger une personne avec énormément d'équipements qui sont pas confortables et qui sont extrêmement bruyants, mais qui atteignent des vitesses folles de 35-40 nœuds et qui commandent que les personnes qui les pilotent soient des athlètes incroyables parce que c'est une épreuve extrêmement difficile, ces compétitions-là. Donc, les bateaux de course en général ne sont pas logeables. Les bateaux plus hauturiers ou de croisière, comme ceux qu'on voit régulièrement dans les marinas, eux sont faits avec des cabines fermées, cabine avant, cabine arrière. Mais évidemment, un voilier, c'est un peu exigu, donc ça commande que les gens aient beaucoup de respect les uns pour les autres, envers les autres, là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inconfort qui s'installe durant les aventures. Lorsqu'on prend tous les considérants pour être un propriétaire de bateau, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, il y a effectivement énormément de contraintes et il faut être vraiment amoureux de ça. Puis il y a un vieux proverbe qui dit à peu près tout par rapport à ça, qui dit qu'un bateau, c'est toujours trop court en mer et trop long à terre.